Vincent Dabouino va enchaîner. Il a en fait une petite structure qui s'appelle Les Canaux Discrets. Et il est incubé par la Technopole d'Angers. Il vient de gagner un premier prix, le prix d'audience sur son application, qui est essentiellement aussi à destination des non-voyants. Ce micro marche, ça c'est très bien. Donc voilà. Simplement, j'ai pris l'adaptateur de monsieur. Oui. Tu avais le tien tout à l'heure ? Ah, le mien, il est là-bas. Ah, c'est le sien. Bon, moi, très bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui, on s'arrangera après. Voilà, je laisse la parole à Vincent qui va nous expliquer ce qu'il fait et le type d'application. Juste un mot, on voudrait faire, parce qu'on a pris du retard, donc si quelqu'un a envie de se servir, il y a encore des croissants et des choses comme ça derrière. Les tests, on les fera au fond de la salle tout à l'heure avec MFP. Il y a également Mathieu Parmentier de France Télévisions qui est là et avec Vincent qui va en parler un petit peu. Ceux qui cherchent des toilettes, il y a des toilettes même accessibles que le CISP nous a installé juste dehors ici. Voilà, donc à vous la parole. Merci Anne-Mout, bonjour à tous. Donc Vincent Dabouino, je représente les canaux discrets. Ouais, je vais essayer de faire vite. Donc les canaux discrets, c'est un projet d'entreprise, une jeune entreprise innovante en devenir, actuellement donc incubé par Angers Technopole. Donc la création n'a pas eu lieu encore, ça devrait avoir lieu à l'automne. Et je viens vous présenter aujourd'hui notre dispositif, puisque nous, on souhaite vraiment concevoir un service de A à Z, le développer et le commercialiser ensuite. Il s'agit d'une solution de synchronisation multimédia qui permet en fait aux déficients sensoriels, principalement orientés pour les malvoyants, sur une première phase, de se synchroniser sur un programme dit principal, sur un écran principal, que ce soit dans la salle de cinéma, dans le salon, et de venir jouer synchrone un contenu additionnel, typiquement le commentaire d'audio-description, voire la piste audio amplifiée pour les malentendants, ou des sous-titres, des pages web, tout un tas de contenus enrichis qu'on appelle dans le jargon des contenus numériques augmentés. Donc cette solution, on l'a baptisée Sync and Access. Alors pour l'instant, il s'agit d'un prototype pour iPhone, une application qui embarque notre technologie de synchronisation par le son. Alors qu'il y a quelques différences parce qu'il y a d'autres technologies qui existent. Nous, en fait, on propose une solution qui permet de s'affranchir de toute problématique d'écho. On va y revenir, je vais essayer de faire une petite démo, puisqu'on vient rediffuser en fait l'équivalent de la bande son qui est diffusée dans la salle de cinéma ou dans le salon, directement dans l'application, qui permet en fait à l'utilisateur au casque d'accéder et à l'audio-description et à la version française ou originale, et de pouvoir mixer les deux directement. Il n'y a aucune gêne, aucune sensation d'écho, parce qu'on a une précision de synchronisation qui le permet. Et puis pour le client, puisqu'on va adresser les marchés du cinéma et de la télévision, une solution entièrement dématérialisée qui prend sa source dans le cloud, qui vient nourrir en fait les dispositifs, les terminaux mobiles, et donc sans mise en place de serveurs de calcul, puisque tout se passe, comme c'est le cas sur d'autres projets, notamment je pense à la sémantique, directement dans le smartphone. Alors si on repose un petit peu le problème, pour les déficients sensoriels en fait, qui souhaitent se rendre au cinéma, bénéficier de l'audio-description, pour les malentendants qui veulent avoir les sous-titres au cinéma, on n'a pas forcément de solution compatible, et pour le cinéma et pour la télévision. Dans la salle de cinéma, ça suppose qu'on va programmer des séances spécifiques pour les malvoyants, pendant lesquelles on va diffuser l'audio-description, donc soit dans les haut-parleurs de la salle, soit dans un système de dispositif de casque HF, où on va leur amener le commentaire d'audio-description. Donc soit on a des séances uniques, donc ce qui restreint quand même largement les possibles, soit on a des séances multiples, mais avec une solution à l'heure actuelle, plutôt avec du matériel, plutôt pas dématérialisé du tout, et qui fait que les malvoyants entendent le son original de la salle à travers ce fameux casque. Et puis dans le salon, on a des problèmes d'interopérabilité entre les différents récepteurs TNT, entre les différentes box et les télécommandes sur lesquelles il faut aller chercher la touche audio-description ou alors aller sélectionner ses sous-titres. C'est pas forcément accessible de but en blanc. On va faire un petit point sur le marché. Il y a eu beaucoup de choses de dites, donc je vais passer rapidement sur quelques chiffres. Pour l'accessibilité des médias en France,
Donc en gros, on a vraiment un vieillissement, on l'a dit tout à l'heure, de la population. On a quasiment 2 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de déficience visuelle, et puis un petit peu plus qui souffrent de déficience auditive. Et un vieillissement de la population en Europe, c'est là où on se rend compte que doubler des obligations légales par rapport à la diffusion des sous-titres et de l'audiodescription, eh bien, on a peut-être un marché de niche de prime abord, mais si on étend un peu, l'accessibilité peut être beaucoup plus globale. À la télévision, donc, on a quelques tableaux qui illustrent l'augmentation, en fait, les obligations légales depuis quelques années pour la diffusion de programmes audio décrits. À savoir que sur France Télévisions, on avait en 2013 plus de 200 émissions de films qui ont été diffusées. Donc ça fait partie de l'engagement de moyens de France Télévisions. Donc on a une montée en charge. Ça, c'est pour la télévision. Pour le cinéma, en fait, on a la chance en France d'avoir le CNC qui a lancé, il y a quelque temps déjà, une première aide incitative pour la création des contenus enrichis, donc par exemple l'audiodescription, dès l'étape de production. Parce que bien souvent, on a plusieurs audiodescriptions qui peuvent être faites pour un même contenu. Ça intervient relativement tard dans la chronologie des médias. Donc on n'a pas forcément l'audiodescription directement lors de la présentation du film en salle. Donc cette aide incitative permet vraiment, puisqu'on a selon le CNC 180 films accessibles et éligibles à l'année, eh bien d'avoir directement les contenus accessibles dans la salle de cinéma. On a une industrie du cinéma qui reste relativement artisanale comparée au monde de la télévision, donc qui se dématérialise de plus en plus, où on va vraiment avec des aides aussi au numérique, vers un changement de l'infrastructure dans les salles, principalement au niveau des majors, mais également au niveau du réseau Europass Cinéma. Donc tout ça pour dire que finalement la solution qu'on a, nous, imaginée, déjà un petit peu prototypée, permet de s'inscrire dans ce paysage et quasiment, je dirais, de favoriser la mutation numérique au cinéma, par exemple, puisqu'on serait dans la chaîne de production directement intégrée. Donc je vais tenter, pour que tout le monde comprenne, de faire une première présentation du démonstrateur. Donc pour l'instant, c'est un démonstrateur très simple, qui contient juste un bouton synchronisé. Et là, j'ai un petit extrait, en fait, sur le film d'Olivier Dahan, La Môme. Il n'y a pas de son tout de suite. Donc l'application, je vais la lancer. On va attendre que le son arrive. Après, il me suffira d'appuyer sur le bouton de synchronisation. Donc là, on a le microphone intégré en fait, qui va capter le son de la diffusion. Un algorithme qui va nous calculer un décalage temporel pour se positionner finement dans le contenu. Dépêchez-vous, elle a déjà fait un malaise il y a 10 minutes. J'ai l'effet Bonaldi, je pense. C'est toujours pareil. C'est que le son qui sort n'est pas d'une qualité extraordinaire. Un petit problème, je pense, dans l'adaptateur. Ah, je pense qu'il y a un faux contact. Il faut vraiment que je... Allez, on change. Donc dans le salon.
sur un cajot. Donc je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est l'iPhone, c'est l'application qui diffuse dans la sonorisation. Et une femme s'approche. Voilà, qui s'est synchronisée sur la diffusion. Pourquoi tu pleures? Donc après, je viens doser en fait le niveau du commentaire de description Elle est où ta maman? Elle montre du doigt sa mère au bout de la rue. sur la diffusion principale. Donc là, je n'ai que la version française qui tourne en synchronisation fine à quelques millisecondes entre ma diffusion principale et mon application. C'est dans ma vie une manie, moi je m'ennuie. Si vous êtes sa mère, vous méritez même pas la corde pour vous pendre. Faut bien que je gagne ma vie, madame, moi je suis chanteuse. Mais regardez votre fille. Et alors, je m'en occupe bien de ma fille. Aneta tire brusquement sa fille par le bras. Elle s'éloigne avec elle en courant. Dans une tranchée, Voilà. Louis, soldat, lit la lettre. On regardera bien tout le film. Et voilà, pour le petit extrait sur ce démonstrateur, donc il reste en même temps un sommaire, puisqu'on s'inscrit dans un programme de R&D de quelques années, d'au moins une année et demie, pour finaliser en fait le prototypage. Les applications possibles, donc vraiment sur le volet technologique, donc ce qu'on vient de voir, l'audiodescription synchronisée, avec ce fameux réglage du niveau du commentaire pour leur amener en fait un confort d'écoute au casque dans la salle de cinéma ou dans le salon, tout en laissant en fait la diffusion principale tourner, et puisqu'on n'a pas d'écho, on n'a pas de gêne finalement sur le dispositif. On a une autre application évidemment adaptée aux malentendants, puisqu'on va pouvoir proposer sur un écran déporté, que ce soit un smartphone, une tablette, l'affichage synchrone des sous-titres, et puis le rehaussement dynamique du niveau des dialogues. C'est-à-dire qu'on pourra avoir la fameuse piste malentendant qui est intégrée parfois sur les copies cinéma, directement dans l'application, avec une possibilité de rehausser dynamiquement le niveau des dialogues par rapport au son de la diffusion. Je parlais tout à l'heure d'accessibilité plus globale. On a une autre démonstration en fait de la diffusion synchrone, non plus de l'audiodescription, mais vraiment des différentes versions, différentes langues, puisqu'on va pouvoir venir se synchroniser et faire jouer en fait la version originale du film. Donc on peut imaginer qu'un spectateur en vacances à Paris, anglophone, arrive à l'UGC Champs-Élysées et puisse se synchroniser et puis suivre son film en toute autonomie et dans sa langue maternelle. Au niveau de l'offre, en fait, telle qu'on la design, je vais passer rapidement, c'est un petit peu technique, c'est juste pour vous montrer un peu la chaîne. Donc, dans la chronologie des médias, que ce soit pour les chaînes de télévision ou les exploitants de salles de cinéma, qui sont nos deux cibles, on a forcément une production de contenu audiovisuel, que ce soit les contenus principaux ou les contenus enrichis, contenus numériques augmentés. Pour le cinéma, on a une étape de distribution. Et puis tout ça va alimenter une plateforme de diffusion pour les différents canaux que sont la TNT, la DSL, le satellite. Et nous, notre plateforme Sync and Access, en fait, elle se situe en parallèle de cette plateforme de diffusion. Et donc c'est une infrastructure qui était hébergée, une infrastructure logicielle, qui permet de recueillir les contenus, qu'ils soient destinés à la télévision ou au cinéma, de les traiter et puis de venir nourrir notre lecteur synchrone, en fait, intégré dans une application smartphone, pendant qu'on pourra se synchroniser sur ce premier écran qui est alimenté, lui, par les plateformes de diffusion. Elles-mêmes viennent nourrir déjà des seconds écrans, puisqu'on a pas mal de programmes qu'on regarde tous sur tablette ou sur smartphone en catch-up. Le fonctionnement, c'est pareil, on passe rapidement. L'idée, c'est que le producteur du contenu ou le client diffuseur, en fait, s'abonne à l'année au portail de synchronisation pour y déposer ses médias sources, donc la copie cinéma ou le programme prêt à diffuser pour la télévision. Ces contenus sont traités, viennent nourrir l'application cliente qui elle-même se synchronise une fois la diffusion démarrée, en fait, dans la salle de cinéma ou dans le salon. Notre offre, en fait, ce sera un système d'abonnement à un service via cette plateforme globale pour une partie sur des serveurs, donc ce qu'on appelle la plateforme, et puis un abonnement en fait au lecteur mobile qui permettra
en fait à ses clients diffuseurs et producteurs de les proposer à la population déficiente visuelle. Donc on peut imaginer des parcs en fait à l'entrée de la salle de cinéma, voire même une installation sur les terminaux de chaque utilisateur qui téléchargerait les contenus en fait accessibles en arrivant dans la salle et synchroniserait pendant la diffusion. Donc on souhaite adresser, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout le côté télévision et le côté cinéma, donc avec deux marchés un petit peu spécifiques, puisqu'ils ont chacun leurs contraintes et chacun leur histoire. Et puis après, on peut imaginer aussi d'autres applications et d'autres clients plutôt dans les labos pour faire de la resynchro en fait, de programmes. Mais bon, là, on est plus sur le champ de l'accessibilité. Les dispositifs existants, donc dans la partie état de l'art, on a déjà des choses qui utilisent du matériel, qui permettent, donc je l'ai dit tout à l'heure, de transmettre en fait les sous-titres, l'audiodescription dans des casques. Donc ça nécessite à chaque fois en fait une installation dans les salles de cinéma. Donc on a Doremi qui commercialise déjà des solutions, plutôt aux États-Unis. On a une vingtaine de salles équipées en France, plutôt avec des solutions, les solutions Sennheiser, donc ces fameux casques en fait à travers lesquels le spectateur malvoyant perçoit le son de la salle. Et donc par rapport à la solution qu'on souhaite proposer, effectivement le gros plus de Sync and Access, c'est une solution dématérialisée qui permet une évolution et de ne pas installer de matériel dans la salle de cinéma. Donc pour le client diffuseur, finalement quelque chose de peut-être beaucoup plus rentable, puisqu'on a fait un petit calcul pour Gaumont-Pâté qui souhaiterait équiper ces quelques 70 multiplex. Il faut dépenser un demi-million d'euros pour acheter du matériel et après avoir les équipes qui l'entretiennent également. On a déjà des prototypes d'applications qui existent. On a quand même nécessité d'installer dans la salle de cinéma en fait un dispositif qui va transmettre ce canal d'audio-description à une application smartphone. Donc c'est des gens de Montpellier qui vont développer Toivox, qui est une solution relativement innovante. Donc la différenciation par rapport à Sync and Access, c'est effectivement qu'ils vont juste diffuser l'audio-description telle qu'elle est et ne pas enrichir le contenu, notamment en permettant le réglage du niveau du commentaire sur l'audio-description, voire même le placement du commentaire dans l'espace sonore. Et puis enfin, une autre dernière application, un peu méconnue, mais qui utilise une synchronisation tierce partie, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas développé eux-mêmes, ils intègrent une solution assez chère de synchronisation et qui n'atteint pas la précision que nous on souhaite proposer. Donc on a un phénomène d'écho, et c'est vrai que pour l'utilisateur, c'est aussi l'objet des tests tout à l'heure, de voir un petit peu quels sont les conforts d'écoute différents et quelle est la plus-value de ce que nous on recherche et ce qu'on souhaite proposer pour arriver finalement à un confort pour l'utilisateur au-delà de l'accessibilité. Je crois que j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, c'était très clair. Là, il y a déjà une question, donc je reviens vers Ziz. 2 questions. On en profite. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme les tests vont se faire ici jusqu'à 1h, si jamais il y a des gens qui doivent partir avant, nous, on a pris un retard certain sur les présentations, donc si vous êtes volontaire pour tester le confort d'écoute, n'hésitez pas. Il y a également Rémi Delmolin qui est de MFP, là c'est plus pour les applications sourdes, et Nicolas Lefebvre également de MFP. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors voilà, donc moi je suis consommateur de description, donc très attentif à ce que vous disiez. En tant que Angevin, enfin pour vous je parle, parce que moi je suis parisien, est-ce que vous connaissez la fondation Visio qui est à Bushman? Oui. Enfin, je me suis rendu sur le site récemment et je comptais les contacter cette semaine. Très bien, faites-le. Voilà, donc en fait, moi, votre offre là d'abonnement, ça me fait penser un peu à la solution de Canal Play, où on peut s'abonner avec soit une formule à 7 € par mois ou à 10 € par mois, en ayant accès à des films illimités. Bon, le problème, c'est qu'on peut les voir soit en VO, soit en VF. Mais peut-être que ça pourrait être intéressant de voir si vous pouvez vous synchroniser avec eux pour proposer les mêmes films lorsque l'audio-description est disponible, pour que ça soit noyé un peu dans la même formule. Parce que là, du coup, ça oblige la personne à payer un forfait supplémentaire
pour accéder à l'audiodescription, en fait. Alors, j'ai peut-être pas été très clair en fait puisque nous on est vraiment en création, donc sur le modèle économique, on est aussi en recherche au-delà de l'aspect technique. Quand je parlais d'abonnement, je parle d'abonnement pour la cible. Notre cible, en fait, nos clients, c'est pas l'utilisateur final, c'est le diffuseur, c'est France Télévisions, c'est Arte, c'est Canal+, c'est Gaumont, Pathé, MK2, etc. pour le cinéma. Donc en fait, c'est un abonnement qui permet à eux de se projeter dans un modèle. Et après, finalement, puisqu'ils diffusent déjà de la publicité sur tous les seconds d'écran, peut-être intégrer leur modèle économique de rattrapage dans ce que nous, on souhaite proposer. Oui, bien sûr. Donc du coup, je reviens un petit peu sur ce que je disais sur Canal Play, parce que justement, je suis en train de le tester en ce moment à Canal Play. Il est relativement accessible pour les lecteurs d'écran. Donc, ce qui est une solution intéressante après, si vraiment, ce qui peut être un enrichissement en plus, si on peut intégrer l'audiodescription via Canal Play, justement. Voilà. Absolument. Voilà. On réfléchit à ça. C'est vrai que pour le moment, on a encore à peu près 1 an et demi de recherche et développement. Dès qu'on aura trouvé des fonds d'ailleurs pour financer. Donc on est vraiment au début de quelque chose, et tout l'aspect plus commercial dont j'ai pu donner des grandes lignes parce qu'on a besoin de se projeter évidemment et d'un modèle économique. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on se rapprocherait de grands groupes pour retrouver des partenaires et puis peut-être un premier client. Et l'application, elle est téléchargeable ou pas sur l'Apple Store? Du tout. D'accord. Non, vous allez pouvoir tester directement le prototype en fait. Tout notre code source est sur nos machines et on vient en fait déployer l'application à la main. Donc voilà, il n'y a pas de distribution du tout. Oui. Et pardon. Alors, j'ai juste une dernière question. Donc ça veut dire en fait que il n'y a pas besoin de connexion Wi-Fi ni de connexion Bluetooth. En fait, le téléphone va analyser l'ambiance sonore de la salle pour après venir synchroniser son audio-description. Oui, en fait, nous, on a pris le parti d'un fonctionnement tout local, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, je vais passer très rapidement sur l'aspect technique, un serveur de notification, je pense à la télévision le dimanche soir, où à chaque fois qu'on a un contenu audio décrit qui va arriver le jour suivant ou dans la semaine, de proposer aux utilisateurs un nouveau programme disponible qui leur permet de télécharger finalement le podcast, qui va contenir les différentes langues, le signal d'audio-description, la faculté de synchronisation. Et une fois téléchargé, en fait, on pourra complètement couper la connexion. Il ne faut pas oublier que dans les salles de cinéma, on n'a bien souvent pas de réseau, donc l'idée, c'est une solution dématérialisée. On ne va pas installer d'antenne Wi-Fi non plus dans les salles, évidemment. Ça pose pas une question de droit aussi ? Alors si, ça pose aussi une question des droits. Donc ça, c'est dans la partie modèle économique. À partir du moment où en fait, on a un accord du producteur, c'est pour ça que c'est aussi peut-être un client, le producteur, qui voudrait avoir la synchronisation de l'audio-description, enfin de tous les contenus que j'ai pu citer tout au long de la vie de son film ou de son programme. On pourra directement en fait avoir un deal avec le producteur pour aller jusqu'à la version DVD, la version Blu-ray et décliner les différents types de contenus en fait tout au long de la vie du programme. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Juste une dernière question, Sophie. Sophie, le média sous-titre m'intéresse à tout ce qui est sous-titrage et j'aurais voulu savoir comment ça se passerait si on va au cinéma avec notre application, qu'on a un smartphone de dernière génération, la batterie, comment elle tient tout le temps de la séance, est-ce qu'il y a des chargeurs Alors au niveau de l'autonomie, nous avec un lecteur, ce que je vous ai montré là, c'est vraiment une application audio. Et sur 1h30 de lecture, on perd 10% de batterie environ. Donc c'est sur 10% de batterie sur 1h30 de diffusion audio. Alors après, si on passe de la vidéo, enfin la vidéo c'est du texte, je pense qu'on perdrait peut-être 15 à 18% de batterie, mais ça laisse suffisamment de marge en fait en termes d'autonomie pour aller voir 1, 2, voire 3 films. Je pense. Mais en faisant ce type d'application, on ne peut pas un modèle d'inclusion de la personne jaune dans la salle de cinéma, puisqu'elle a son film à part, en quelque sorte, avec le sous-titrage. Elle n'est pas dans la salle avec tout le monde. Elle est dans son petit Alors, il y a aussi, c'est pour ça que je parlais, nous on se concentre sur le son, sur une première phase. Pardon, mais c'est peut-être plus valable pour l'audio-description, plus qu'il y a un casque ou quelque chose. Oui. Alors qu'avec un smartphone et du sous-titrage sur un smartphone, c'est quand même pas pour faire le point sur deux écrans, effectivement. Nous, on est vraiment dans un premier prototype qui est purement audio.
Donc on n'a pas encore pu tester non plus cette faculté de faire le point. Moi j'ai testé les Google Glass également, puisque c'est peut-être un futur partenaire qui permettrait en fait d'avoir la diffusion des sous-titres directement ou dans les lunettes de Sony, toujours en synchronisation fine. Donc pas forcément sur le smartphone. Et avec notre application, il y aura des tests de grandeur nature. Et qu'on pourra essayer avant que ça soit vraiment commercialisé. Oui, bah ça c'est dans notre roadmap de développement, mais effectivement c'est dans l'ordre. On commence sur l'audio et puis effectivement on va intégrer les sous-titres dans quelques temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Vincent. Je suggère qu'on accélère le processus parce qu'on a pris beaucoup de retard. Il n'y a plus que vous et moi. Oui, je vous invite à venir. C'est Jean-Claude Mossic. Alors, si jamais quelqu'un veut partir avant, n'hésitez pas à voir. Si vous êtes d'accord pour tester ce qu'on vient d'entendre par Vincent, allez-y, on sera très contents. Donc, Jean-Claude Mossic est réalisateur à la base. C'est un retour aux sources parce que j'ai appris que vous venez de Saint-Denis, parce que Jean-Claude Mossic est à l'INA, il s'occupe de formation, il a intégré l'année dernière visiblement l'accessibilité dans sa formation à l'INA. Donc l'idée c'est là aussi avoir une approche en fait, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait et où sont les marchés potentiels, où est l'intérêt pour les entreprises. Voilà, je passe la parole à Jean-Claude. Merci. Oui, bonjour. À toutes et à tous, c'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard, on a sûrement tous très faim, et voilà. Donc un petit mot rapide pour dire un petit peu quelles sont les activités de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qu'on connaît au moins par ses archives, le travail que fait l'INA sur le patrimoine. On connaît aussi l'INA pour ses productions, pour ses travaux de recherche dans différents champs. Et il se trouve qu'on connaît un petit peu moins l'INA d'un point de vue de la formation. Bon, je suis simplement venu indiquer qu'en fait, depuis déjà de nombreuses années, l'INA a toujours désiré s'engager sur l'accessibilité ou sur le handicap sensoriel. Et pour le coup, depuis 2 années maintenant, on dispose d'une nouvelle série de formations, dont la toute première qui a déjà eu lieu porte sur l'audiodescription. L'audiodescription, donc on forme des collaborateurs à l'audiodescription. Et là, en fait, on est en train de mettre au point une formation toute nouvelle qui n'a pas encore eu lieu, qui est donc à destination des collaborateurs non-voyants à l'écriture ou à la réalisation audiodescriptive. On ne sait pas encore si ça sera de l'écriture ou de la réalisation, mais toujours est-il qu'en fait, on réfléchit beaucoup avec un certain nombre d'associations, de partenaires, d'acteurs de l'audiodescription en France, pour développer ce type de choses. Alors un petit mot rapide, puisqu'on m'offre la parole, c'est qu'en fait, je dirige une filière qui s'appelle Conception, Écriture, Réalisation au sein de l'INA. On s'est rendu compte ce matin à quel point les chantiers sont innombrables autour de l'accessibilité, et donc du travail de conception, d'écriture et nécessairement de réalisation. Et à ce titre-là, je vous invite à prendre contact avec nous pour à la fois témoigner, amener vos propositions, vos idées, et pourquoi pas, et surtout et essentiellement même, je devrais dire, et pour de la formation. Voilà. Donc, je ne serai pas plus long, mais voilà, encore merci à vous et à bientôt, à l'INA. Merci beaucoup, c'est qu'on a gagné du temps là, ça c'est formidable, je suis ravie. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts des formations ou est-ce que ça c'est... Parce que là aussi on aura une idée marché et après j'enchaîne sur autre chose. Oui, excusez-moi, je suis très très ravi parce que je sais qu'on a dépassé l'heure et je voulais pas non plus... bon. En fait, sur les formations, sur la formation existante, c'est une formation de 2 semaines, de 10 jours, qui est prise en charge d'une part par l'AFDAS et les différents fonds de formation, évidemment. Je ne peux pas vous indiquer le montant comme ça de mémoire, mais ça va être quelque chose de l'ordre de 3 200 € pour les 2 semaines. Cette formation est encadrée par des professionnels expérimentés de l'audiodescription. Je peux même citer Marie Diagne, que certains d'entre vous connaissent peut-être d'une part, et puis d'autres intervenants
non-voyants aussi, on pense à Claire Bartoli et d'autres. Hein. Voilà, en tous les cas, tout ça se passe sur des outils extrêmement performants, enfin qui sont ceux des outils de production de l'INA, hein, sur le plan technique, hein, en cabine speak, régie de mixage, etc. Et tout le travail en fait de précision qu'on essaye de mener, c'est sur celui évidemment de la rédaction dans un premier temps. Alors évidemment sur le travail de l'interprétation, est-ce que l'audio-description est de l'ordre de l'interprétation ou pas? Enfin, il y a des grandes discussions autour de ça, comme vous le savez. Et c'est vrai que bon, à la fois c'est passionnant, c'est précis, et encore une fois, on n'a pas réglé toutes ces questions-là. C'est bien évidemment toujours en cours de réflexion. Et d'un module à l'autre, d'une session à l'autre, en effet, on définit de mieux en mieux, je l'espère. Et puis, bon, voilà, on accompagne les usages nécessaires autour de l'audio-description, entre autres. Voilà, sur les aspects financiers, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais les prises en charge sont possibles, hein, à 100%. Bon. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans les prochaines formations autour des formations qui associent des collaborateurs non-voyants à l'audiodescription, là évidemment on dispose de toutes les ressources nécessaires, enfin, en espérant que pour l'instant ce sont des formations qui coûtent encore très très cher, hein, comme vous le savez, il faut que nos collaborateurs non-voyants soient accompagnés, bien évidemment, donc tout ça demande effectivement des aménagements, des équipements, et voilà, on est en train de développer tout ça de façon très, très précise. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Claude Mossic. Je vous en prie. Merci à vous. Si vous avez encore quelques minutes, je vous propose donc de passer, à moins qu'il y ait une question très pressante, sinon je propose plutôt de poser des questions autour d'un café ou autre chose à côté, parce que sinon on va prendre davantage de retard. Je vous propose, oui, ça c'est pas la Dropbox, ça on s'en fiche un peu. On va retourner à nos moutons, je sais pas ce qu'il a fait, il fait ce qu'il veut, voilà. Je vous propose donc de faire un petit tour de piste sur la télévision connectée et l'accessibilité et vous présenter le projet européen HBB for All. Alors pourquoi est-ce que c'est moi qui vais vous le présenter? C'est d'une part pour faire le lien avec l'accessibilité de la télévision, et c'est quand même quelque part une, comment dirais-je, une résultante du fait d'avoir monté Média 4D. Ça veut dire qu'un certain nombre d'étrangers, enfin, d'Européens autres qu'en France ont vu qu'on travaille cette question-là ici, et ils sont venus me voir pour savoir est-ce que la société, la structure que j'ai, qui est Holken Consultant, donc une toute petite structure de conseil qui s'intéresse aux mutations dans les industries culturelles, n'a pas envie aussi de participer à ce projet européen. Et c'est comme ça que cette aventure avait commencé. Et comme aujourd'hui, notre propos, c'était les expérimentations, les tests d'utilisateurs, ce projet répondra effectivement à ça. C'est assez fréquent. Donc j'ai une douzaine de slides, mais je ne vais pas tous peut-être les passer en revue, mais je vais passer l'essentiel. Ce sera, comment dirais-je, ce sera mis sur le site. Donc vous le verrez à ce niveau-là. Donc je voudrais simplement, je l'ai appelé en fait, comme il s'agit de télévision connectée et d'accessibilité, j'ai voulu insister sur le fait qu'on va de la vision de l'accessibilité vers la réalité de marché, ce que j'appelle la réalité marché. Ça a été dit tout à l'heure à 2 reprises que l'Europe est de plus en plus sur le fait qu'il faut intégrer l'accessibilité systématiquement dans les applications. Donc là, c'est quelque chose qui s'inscrit en fait dans un cadre différent. C'est vraiment l'accessibilité en tant que telle qui est cofinancée. Et ça s'inscrit dans HBB for All, s'inscrit dans le cadre de la norme HBB TV, HBB TV, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle, je l'ai noté, on le voit, Hybrid Broadcast Broadband for All. C'est en fait l'Institut de recherche technologique pour les chaînes germanophones et l'innovation de France Télévisions qui sont à l'origine de cette norme de télévision qui permet l'arrivée de l'interactivité sur la télévision. Et quand on dit l'arrivée de l'interactivité sur la télévision, eh ben, on parle de télévision connectée. Et ça s'inscrit vraiment dans un esprit pour tous.